Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de ce bouquin qui a été écrit par Pierre-Philippe Blanchet, Le Livre noir des Républiques en France 2, puisque c'est la deuxième partie de l'ancien bouquin que j'ai pu vous lire. Alors, il est toujours écrit aussi, il est coécrit par Frédéric Winkler et Jean-Philippe Chauvin. Alors, comme on a pu lire, vous vous souvenez, dans le bouquin Le Livre noir de la gauche française, ici, il y a Jean-Jacques Rousseau qui a pu dire énormément de conneries, qui a quand même expliqué, et ça il faut quand même le reconnaître, que comme l'avait dit Léon Daudet, la masculinité, le fait que les femmes deviennent de plus en plus masculines, ça va non seulement détruire leur féminité et détruire la société, et ça va même travailler à leur préjudice. Et puis, il y avait Napoléon Bonaparte, qui était un rejeton de la Révolution, et en fait, avec son code civil, il a fait diminuer la condition de la femme. Et puis alors, euh, au début du chapitre, il était fait mention de Benoît Hamon, qui se disait digne héritier des Lumières. Mais en fait, soit il est complètement stupide, ce qui n'est pas impossible, soit il est inculte lorsqu'il parle notamment du siècle des progrès, quand on voit notamment ce que Rousseau a dit, ce que Voltaire a dit, ce que Voltaire avait dit, je vous renvoie à ma lecture et à l'analyse du bouquin Le Livre noir des gauches en France, de la gauche française, et vous allez voir ce que Voltaire disait. Je, c'est pas que je pense, c'est que si Voltaire avait dit ce qu'il avait dit aujourd'hui, il aurait été en tôle directement. Et c'est pas seulement Benoît Hamon qui dit ça, c'est aussi Mélenchon. Et puis Benoît Hamon disait, vous voyez allez, il comparait ceux qui combattent par exemple Voltaire combattent et insultent Christiane Taubira, alors que Christiane Taubira et Voltaire sont complètement à l'opposé du spectre politique. Et puis alors, comme j'ai pu en parler dans l'ancien chapitre, euh, en fait, la condition des femmes telle que les gauchistes nous parlent, ce n'est pas la condition des femmes au Moyen Âge, mais c'était durant l'Antiquité. Puisqu'il y a notamment Régine Pernoud, qui est une historienne, et qui avait expliqué que notamment que durant l'Antiquité, le statut des femmes était de la femme objet, et que la femme était de la compétence du Thomus par rapport au père, par exemple, ou au beau-père, ou au mari, qui était tout puissant à cette époque-là. Notamment durant le Moyen Âge, durant quand même pas mal de temps, elles auront beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de droits, mais c'est lors de la Renaissance que, à cause du droit romain, la condition des femmes va beaucoup diminuer. Notamment, le christianisme avait été très populaire, notamment au 1er siècle, puisque chez les femmes, c'était très populaire et c'est grâce à elles notamment que cela a pu pénétrer les classes aisées, les classes nobles, si je puis dire, de la société, les classes aristocrates et les hautes classes de la société. Euh, et notamment, les païens à l'époque se moquaient de la religion chrétienne en disant que c'était une religion de femmes. Ce qui s'est passé à la Renaissance, c'est qu'à cause de la réforme protestante, à cause de la Renaissance, l'Église avait été beaucoup affaiblie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que durant le siècle dit des Lumières, le trône de Suède et de Hongrie était occupé par des reines. Les femmes, notamment, durant le Moyen Âge, votaient dans des réunions locales, dans le cadre des élections, notamment des échevins, des communes et aussi à l'intérieur des corporations. Et certaines des professions leur étaient accessibles.
On retrouve aussi les femmes durant les premiers états généraux, notamment de 1302 et celui de Tours de 1308. Euh, et puis aussi, il y avait Anne de Beaujeu qui, en 1484, convoqua les États généraux, et c'était la sœur du futur Charles VIII. Louis XVI avait essayé, tant bien que mal, de revenir au statut des femmes tel qu'il fut au Moyen Âge, notamment en leur accordant le droit de vote dans le cadre de l'élection des députés du tiers-État, enfin de l'Assemblée des États généraux. Et ensuite, tous ces gauchistes qui nous disent, enfin, le jour où il y aura une femme présidente en France, ils vont dire c'est incroyable, c'est extraordinaire, une avancée. C'est un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis avec le premier président noir, alors que c'était complètement acquis qu'une femme, étant reine, puisse régner sur un État, au Moyen Âge notamment. Il y a eu du XIIIe au XVIIe siècle 5 reines qui devinrent régentes, notamment Blanche de Castille, Isabeau de Bavière, Catherine de Médicis, Marie de Médicis et Anne d'Autriche. Parce que soit le roi était mort, soit il était absent, soit il était trop jeune. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Anne de Beaujeu, on a déjà parlé de cette dame, elle était régente du royaume de France de 1483 à 1491, bien qu'elle ne fût pas reine. Et en fait, c'était encore à cette époque-là qu'il y avait le sacre des rois et des reines. La dernière reine étant sacrée fut Marie de Médicis en 1610. Malheureusement, c'est l'esprit de la Renaissance qui va créer une dévalorisation du rôle de la femme, et donc la monarchie va devenir alors une monarchie qui est beaucoup plus centrée sur la personne du roi. Et donc, par la suite, après Marie de Médicis, plus aucune reine ne sera sacrée. Et en 1975, Simone Weil avait rendu, grâce à la loi Veil, enfin à cause de la loi Veil, l'avortement autorisé. Enfin, cette loi autorisa l'avortement, mais en fait, elle expliqua notamment que c'est un drame qui est non souhaitable et que c'est en aucun cas un droit. Et que le père du futur enfant a aussi son mot à dire, puisqu'aujourd'hui, souvent, les femmes avortent sans l'accord du copain ou du mari. Ce qui fait, mais là, il y a quand même quelque chose que je ne suis pas d'accord, c'est qu'il parle de la galanterie chevaleresque française. Pourtant, c'est totalement faux, puisque dans toute l'Europe et dans tout l'Occident, il y avait cette galanterie chevaleresque. Et puis, on avait Alexandre Solzhenitsyn, qui disait notamment que pour détruire une civilisation, il faut détruire l'image de la femme. C'est ça ce que Solzhenitsyn expliquait. Et en fait, la femme est là pour sculpter l'homme vers des manières civilisationnelles, avec notamment des rapports humains, et qui fait en fait que l'homme soit moins rude. L'homme, c'est la femme qui sculpte l'homme pour en fait que cet homme soit vertueux et qu'il la protège. Puis alors, dans le prochain chapitre, il est fait mention de la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne protestante soutiendra notamment les bolcheviks. Les gens ils pourraient me dire mais c'est pas logique, pourquoi des protestants soutiendraient comme ça des bolcheviks, parce que les gens ils pourraient peut-être croire que je suis complètement dingue, mais il y a eu des milliardaires protestants qui ont soutenu les bolcheviks et aussi le parti nazi. C'est ce que notamment Anthony Cyril Sultan disait. Et donc, c'est le protestantisme qui fait ça. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que les bolcheviks ont assassiné la famille des Romanov, dont le tsarevitch Alexei et ses sœurs et ses parents.
Et ça me fait penser à l'assassinat de Louis XVII, notamment. En fait, les révolutionnaires ont toujours les mêmes méthodes d'exécution abominables, puisque le tsarevitch Alexei et Louis XVII ont eu la même fin. Et ensuite, les gauchistes, lorsqu'ils ont exporté leur révolution avec les guerres révolutionnaires, c'est grâce notamment aux avancées technologiques et l'armée professionnelle de nos rois. Et c'est notamment à l'époque des rois, il n'y avait pas de mobilisation générale. C'était seuls les nobles et les seigneurs qui avaient le droit de faire la guerre. Et notamment, c'était le système de recrutement dans les campagnes qui était là pour notamment grossir le rang des régiments en fonction des besoins, mais le paysan avait le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et c'est après la Révolution française et les guerres napoléoniennes qu'entre 1815 à 1848, il y a eu le service militaire obligatoire qui fut interdit. En fait, ce que la République a fait aux soldats français durant la Grande Guerre, enfin la guerre mondiale, hein, la Première Guerre mondiale, c'est comme ce que les Spartiates avaient fait aux Ilotes. Il y avait notamment Louis XIV qui avait créé les Invalides. Et donc, à cette époque-là, les mercenaires et les anciens combattants étaient traités 1000 fois mieux que les anciens combattants d'aujourd'hui. Notamment, Louis XV fut considéré comme un grand humaniste parce qu'il soignait notamment les blessés ennemis avec son propre médecin. De 1914 à 1918, en fait, la République a envoyé les gens qui étaient complètement blessés encore à la guerre, encore sur le front, à peine ressortis de l'hôpital, enfin de... Ah oui, parce que c'est quand même dingue en fait. La République est folle d'envoyer encore des gens qui venaient à peine de sortir de la clinique. Euh, et cette légion d'honneur qui est donnée à des gauchistes alors qu'ils n'ont rien fait dans leur vie, alors que notamment que Louis XIV avait créé les invalides pour les soldats, alors que la Légion d'honneur devrait être réservée normalement pour les soldats. C'est un manque de respect. Et puis, durant cette révolution bolchevique, il y a eu la guerre civile russe, avec 45 000 soldats blancs, donc blancs c'était favorable au tsar, à la monarchie, contre 150 000 rouges. Donc même déjà à cette époque-là, les gauchistes étaient déjà médiocres au niveau militaire. Euh, et puis alors la République anti-française a envoyé le général Jeannin, qui était, je suppose, un franc-maçon, ça m'étonnerait pas, et ce salopard de Jeannin a permis aux Rouges de prendre la Sibérie. Et puis, ce qu'il s'est passé, c'est que notamment Kolchak, notamment Ungern Stenberg, étaient un peu, c'était des gens qui, comme les Vendéens, se sont battus contre les révolutionnaires. Ils furent un peu comme la chouannerie vendéenne. Et puis, Louis XIV, notamment déjà à cette époque-là, voulait une paix durable, avec notamment le traité de Westphalie et des Pyrénées, qui fit que l'Allemagne était divisée en 343 États indépendants et qui a fait notamment que, je suppose, l'affaire espagnole dont il parle, c'est avec la guerre d'Espagne, qu'il avait réglé, Louis XIV, les conflits, notamment avec des mariages. Et c'est lui, Philippe, qui perdit son trône parce qu'il ne voulait pas aller à la guerre comme Adolphe Thiers le disait. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que le 31 mars 1917, Clémenceau
avait rompu les négociations, notamment de paix, négociations de paix qui avaient été accueillies favorablement par les USA, l'Angleterre, du pape et du roi des Belges aussi. Cet accord de paix aurait sauvé le tsar, cela aurait rendu l'Alsace-Lorraine et notamment Constantinople russe, et aussi cela aurait permis de ne pas perdre des centaines de milliers, voire des millions de soldats supplémentaires. Et puis aussi cela aurait empêché l'effondrement financier qui arrivait après. Alors Charles Darwin, dans l'origine des espèces, en 1859, écrivait, je cite, « Il devint très probable que l'humanité telle que nous la connaissons n'en soit pas au stade final de son évolution, mais plutôt à une phase de commencement. » Et en fait, on se rend compte que les idéologies totalitaires, qu'elles soient de droite ou de gauche, se sont revendiquées de Darwin. Et en fait, il y a quand même quelque chose que je ne suis pas du tout d'accord avec les auteurs du bouquin, c'est qu'ils expliquent que, en fait, selon eux, le Troisième Reich, mais ça, c'est complètement insupportable. Comment c'est possible que ces royalistes-là disent une chose pareille? Ils expliquent que, selon eux, le Troisième Reich aurait protégé l'homme blanc de la destruction. C'est un truc de dingue. Ils dénoncent les totalitarismes de gauche comme de droite, enfin les nazis comme les communistes, mais d'un autre côté, ils disent ça, alors que c'est complètement faux. Les soviétiques comme les nazis voulaient détruire la civilisation occidentale européenne, voulaient détruire l'homme blanc, voulaient tout détruire, puisque ce sont des régimes antéchristiques. Je suis fâché contre eux, mais bon, voilà. Et ensuite, dans les démocraties actuelles, il y a autant de sagesse dans les démocraties actuelles ou systèmes représentatifs que les régimes totalitaires du XXe siècle. Malheureusement, aujourd'hui, étant donné que des gens ne croient de moins en moins en Dieu et que l'insécurité augmente, les gens, malheureusement, se tournent de plus en plus vers les extrêmes, voire le nazisme, malheureusement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a depuis un certain temps les gauchistes qui essayent de mettre en place une politique de métissage, et il y a eu notamment, et ça fait depuis 2008, avec l'élection de Barack Obama, qui est le mélange entre un Kenyan et une mère irlandaise, et les gauchistes avaient dit, vous voyez, seulement sur base, en quelque sorte, de critères raciaux, puisque Obama était un métis, vous voyez, les États-Unis vont bien se porter, alors que c'est totalement faux. Et puis, ces mêmes gauchistes qui nous parlent de races différentes, alors qu'après, ils poussent au métissage, ce qui est un peu contraire, en fait. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est une forme de racisme? Ben oui, parce que eux, ils se basent sur le fait que Obama soit métis parce qu'il va bien gérer le pays, juste parce qu'il est métis. Donc c'est du racisme. Et ensuite, lorsque l'on voit notamment aujourd'hui la baisse du taux de natalité, lorsqu'on voit notamment la banalisation de l'homosexualité et de l'LGBTisme, en plus de cela, l'individualisme, et aussi l'avenir qui est peu reluisant. Et alors que Nicolas Sarkozy, comme j'ai pu vous le lire dans le bouquin du livre noir de la gauche française, nous expliquait dans le plus grand calme qu'il fallait se métisser, alors qu'il s'est mis avec l'artiste Carla Bruni, qui était une blanche comme lui, et lui qui considérait que d'être entre blancs, c'était la consanguinité. De même, mais c'est toujours les hypocrites, hein, les régimes totalitaires, puisque les dirigeants du Troisième Reich qui parlaient toujours de la race aryenne ou je ne sais pas quelle connerie, eux étaient tous sauf, étaient absolument à l'opposé de cette race dite aryenne. Même chose pour les communistes qui regardaient des films américains alors que c'était interdit, et qui vivaient en plus dans l'opulence. En fait, aujourd'hui, il y a quelque chose d'important à dire, c'est que la science et la technologie sont importants, mais qu'elles ne doivent pas entraver
notamment dans le développement de l'âme de l'être humain et donc aussi de ses vertus. Et les vertus et leur développement sont très importantes. Aujourd'hui, les écologistes essayent de détruire le parc nucléaire français qui est pourtant le plus grand au monde. Pourtant, ce serait catastrophique. Mais heureusement, de plus en plus de gens se réveillent. Et alors qu'il y avait eu la catastrophe de Tchernobyl, les gauchistes nous expliquaient que ce nuage ne passerait pas au-dessus de la frontière française. Puis en septembre 1991, éclata le scandale de l'affaire du sang contaminé, qui avait eu lieu entre 1984 et 1985. Et puis Georgina Dufoy dit, je cite, je me sens profondément responsable, pour autant je me sens pas coupable. Je ne me sens pas coupable. Mais c'est dingue quand même. Le culot que ces gauchistes ont, en fait, alors qu'ils sont responsables. Alors, 10 ans plus tard, en 2005, il y a eu Jacques Chirac et son premier ministre, notamment Dominique de Villepin, qui refusèrent de célébrer la commémoration de la victoire d'Austerlitz, notamment pour les Français, alors que Chirac a envoyé un porte-avions Charles de Gaulle, notamment pour fêter la victoire des Anglais à Trafalgar. C'est quand même un truc de dingue. C'est Jacques Chirac aussi qui a essayé de convaincre les gens d'adopter l'euro déjà en 1998. Alors que, comme l'on sait, perdre sa monnaie nationale, c'est perdre une partie de son indépendance. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, l'insécurité ne fait qu'augmenter, il y a eu des gens, notamment, qui déposent des bougies, des fleurs, des peluches, des marches silencieuses, alors que normalement, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que sinon les gauchistes, ils veulent surtout pas qu'il y ait de vagues, parce que sinon ils perdraient, parce qu'en fait le réel est avec la droite. Et donc il faudrait organiser de grosses manifestations à la place. Aujourd'hui, on fait le bilan, en fait les gens ont fait le bilan des manifestations des Gilets jaunes, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu 10 718 gardes à vue, 2000 condamnations, 40% étaient de la prison ferme, 11 morts du côté manifestant, 4400 blessés, 24 manifestants aussi qui furent attaqués et blessés à cause des LBD, et 5 qui ont eu la main arrachée à cause des bombes. Et donc, David Dufresne, qui fut un journaliste, disait, je cite, « La police a blessé en quelques mois autant de manifestants qu'en 20 ans. » Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un désordre de l'aménagement du territoire français. Le patrimoine immobilier est abandonné. Les paysages citadins sont détruits. Aujourd'hui, nous vivons dans des habitations qui ressemblent à des cages à poules. Aujourd'hui, on se rend compte que les banlieues, notamment créées par nos chers gauchistes, étaient là pour stocker un maximum de personnes. Aujourd'hui, le savoir-faire a disparu. Même les ruines de l'Antiquité et du Moyen-Âge ont beaucoup plus d'élégance que les poubelles que sont devenues les statues, les monuments aussi dans nos villes. Ce sont aussi des choses qu'il faut noter. À l'époque, ceux qui construisaient ces monuments étaient les compagnons ou membres des corporations. Et aujourd'hui, leurs dignes héritiers sont les compagnons du Tour de France. Aujourd'hui, on se rend compte que le travail, surtout à droite, c'est une réalisation aussi spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société obsédée par l'efficacité matérielle. Aujourd'hui, les églises sont à l'image de la foi des contemporains, donc appauvries. Aujourd'hui, ces bâtiments publics ignobles nous sont imposés. Ben oui, c'est public, c'est pas privé. Si c'était privé, on s'en fout. Mais là, c'est public. Sans évidemment demander à la population.
En plus, la beauté est tout sauf subjective. À part les gauchistes qui nous disent que tout se vaut, ils sont relativistes, hein, les gauchistes. Et ensuite, aujourd'hui, malheureusement, avec le cosmopolitisme matérialiste, ces gauchistes nous créent des besoins au gré des vents et au gré des nouvelles technologies. Par exemple, Patrick Lelay disait le métier de TF1, c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. No comment, sans commentaire. Aujourd'hui, l'on se rend compte que, à partir du 19e siècle, notamment en 1836, il y a eu la création de la Ligue des Justes et qui avait été créée par un certain Wilhelm Wettling, qui se revendiquait de Gracchus Babeuf, donc je me suppose qu'il devait être franc-maçon, puisque Gracchus Babeuf était franc-maçon et anarchiste. Enfin, il a inventé en quelque sorte l'anarchisme. Et donc, cette ligue, qui était aussi constituée de socialistes allemands, s'est expatriée à Londres en 1839. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1847, cette société secrète avait été notamment été constituée par Karl Marx et son ami Friedrich Engels. La Ligue des Justes est donc devenue la même année la Ligue des communistes. Et donc, les communistes et tout ce qui est gauchiste ont voulu engendrer une révolution par la dictature du prolétariat, aboutissant à une société nouvelle, sans classe ni religion, un supposé paradis terrestre, un Éden selon eux. Et Marx et Engels, dans leur création du communisme, focalisaient sur une lutte à mort et aussi avec les bas instincts de la colère notamment. Aujourd'hui, les communistes et les gauchistes sont comme des prêtres fanatiques pour la déesse révolution, comme les sans-culottes pour la déesse raison. Ils voulaient tout sacrifier pour la révolution sacrée. Pour autant, l'Inquisition catholique était 1000 fois moins pire que l'Inquisition gauchiste. Sous Staline, les premières victimes furent les koulaks, qui étaient des paysans qui n'étaient pas dans l'organisation collectiviste stalinienne. Et donc, Staline a génocidé les populations koulaks. Et puis, entre 1929 et 1932, il y a eu 10 millions de koulaks qui furent expulsés de chez eux. En 1930, 20 201 condamnations à mort. En janvier 1932, près de 500 000 koulaks étaient morts dans les camps. En Ukraine, entre 1932 et 1933, il y a eu un génocide, 6 et 8 millions de victimes choisies par Staline. Il y a eu les exécutions de masse, les déportations de populations d'origines étrangères. Il y a eu la terreur de 1937 à 1938. Presque 700 000 individus furent exécutés. À Katyn, en Pologne, il y eut en 1940 15 000 officiers et fonctionnaires polonais ainsi que 600 de leurs concitoyens qui furent exécutés. Il y a eu la déportation de 500 000 Tchétchènes. Il y a eu en 1944 et il y a eu 52 campagnes de déportation sous Staline entre 1920 et 1952, dont 38 ethniques. Et donc aujourd'hui, les gauchistes nous disent oui, mais le stalinisme, c'est pas le communisme. Alors que c'est totalement faux, puisque on ne fait pas la différence, par exemple, entre l'hitlérisme et le nazisme. C'est la même chose. Mais les gauchistes sont malhonnêtes. Puis nous avons un certain Hermann Röchling, qui était un proche d'Adolf Hitler, et qui disait, je cite, selon ce que Hitler lui aurait dit, en plus qu'il y a des liens qui nous unissent au bolchevisme que d'éléments qui nous en séparent. Il y a plus de liens qui nous unissent au bolchevisme que d'éléments qui nous en séparent. Bourgeois socialiste et le petit bourgeois socialiste et le chef syndical ne feront jamais un national-socialiste, mais le militant communiste, oui. François Furet, le passé d'une illusion, etc. Voilà. Et donc on se rend compte que finalement que le nazisme et que le communisme sont quand même sur certains points, il y a quand même certains points en commun.
Il y a un socle commun entre les deux qui sont le socialisme. Notamment si l'on ajoute au socialisme le pangermanisme, la hiérarchie raciale et une dose d'impérialisme romain, on a le nazisme. On rajoute au socialisme l'idéologie du marxisme-léninisme, c'est le communisme. Et au socialisme, l'impérialisme romain et une dose de nationalisme, c'est le fascisme. Et notamment, Mussolini disait, je cite, mon socialisme est né bakouniste à l'école du socialisme de mon père, à l'école du socialisme libertaire de Blanqui. Donc c'était aussi un gauchiste, Mussolini. Et puis nous avons aussi en France d'autres fascistes, comme par exemple des idéologues, comme Georges Valois, qui avait créé le faisceau, et qui était un théoricien d'extrême gauche, qui était disciple notamment de Georges Sorel. Et puis, même aujourd'hui, par exemple, les gauchistes, notamment dans l'antispécisme et dans tout ce qui est véganisme, ont mis, mais comme dans tous les aspects de la société, sur le même plan, par exemple, la vie d'un homme avec la vie d'une mouche. C'est un exemple. Dans USA Magazine du 12 août 1955, il y a eu notamment l'ex-directeur de l'OMS qui s'appelait George Brock Chisholm, qui disait, par exemple, dans le plus grand des calmes, qu'il fallait contrôler les naissances et développer notamment aussi les mariages mixtes ou interraciaux, donc le métissage, déjà en 1955. Puis nous avions eu auparavant Richard de Coudneuve-Calergie dans Praktischer Idealismus, qui fut rédigé en 1925, qui expliquait que les habitants des futurs États-Unis d'Europe, ils seraient, à cause du métissage, une sous-humanité issue de mélanges raciaux. Donc Richard de Coudneuve-Calergie était un gauchiste raciste. En fait, aujourd'hui, les gauchistes sont les néo-négriers du XXIe siècle. Aujourd'hui, le déplacement de populations extra-européennes sont là au grand profit notamment d'une économie en mal de main-d'œuvre et aussi en retardant l'évolution technologique. Aujourd'hui, l'islam n'est pas la religion historique de la France et ne le sera jamais. En fait, malheureusement, aujourd'hui, et si vous regardez aussi en Angleterre, de plus en plus, les jeunes se convertissent à l'islam, puisque malheureusement, il y a un vide spirituel en Occident, dans l'Occident. Et donc, il y a quelque chose que je ne suis pas du tout d'accord avec les auteurs du bouquin, c'est qu'ils expliquent par exemple que les prêtres devraient enseigner la parole du Christ dans les cités, comme ils ont fait au temps des colonies. Alors que je trouve que c'est faux, parce que ce sont les gens qui doivent aller vers la foi, et c'est pas la foi qui doit aller vers eux. Et puis, il y avait notamment dans le chapitre après, l'apôtre Jean qui disait la vérité rend libre. Et notamment, les gauchistes, les anticomplotistes, comme ils disent, expliquent que tout est arrivé par hasard, que c'est un coup de chance si c'est arrivé. Alors que Franklin Delano Roosevelt aurait dit que, par exemple, en politique, rien n'arrive par accident. Mais je ne suis quand même pas très d'accord avec ce que les auteurs du bouquin ont mis, parce que, certes, il aurait pu le dire, parce qu'il était franc-maçon, donc c'est pas étonnant et c'est un gauchiste, mais le problème, c'est que les auteurs du bouquin n'ont pas mis la source exacte. Ça veut dire ils ont mis Franklin Delano Roosevelt, mais on ne sait pas d'où ça vient, cette citation, dans quel contexte. De même, il y a eu aussi Honoré de Balzac. Là, par contre, ils mettent les sources. L'histoire officielle et aussi l'histoire secrète. Et puis, nous avions aussi H.G. Wells qui parlait déjà de ce nouvel ordre mondial en 1940. Puis nous avons, alors est-ce qu'il était franc-maçon? Ça, on n'en est pas sûr. Puis alors nous avons un certain Anarchasis Clotes, qui était un franc-mac, on suppose, hein, c'est très probable, et il voulait en fait déjà dès 1790 créer une unité mondiale avec une république mondiale
dont notamment il y aurait eu avec une constitution mondiale. Et puis alors, il y a Nicolas Sarkozy, le 16 janvier 2009, qui expliquait aussi que devant les corps étrangers, aux corps diplomatiques étrangers, il disait que les gens iront vers ce nouvel ordre mondial et que personne ne pourra s'y opposer. Alors, le problème, c'est que là, de nouveau, on ne sait pas d'où, enfin, là, on sait d'où ça vient, mais nouvel ordre mondial, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques et les Alliés avaient gagné la guerre. Là, on était dans un nouvel ordre mondial. Ce qui est quand même un peu étrange, c'est que Nicolas Sarkozy disait et personne ne pourra s'y opposer, donc c'est quand même un peu bizarre. C'est pas comme un ordre mondial politique comme d'habitude avec les différentes aires d'influence. Puis nous avons un certain John Edgar Hoover qui était notamment directeur du FBI, mais là de nouveau on ne sait pas exactement où vient cette citation dans le contexte. Et il expliquait aussi que l'individu est en face d'une conspiration si monstrueuse qu'il ne pourrait y croire. Et puis alors, dans le chapitre suivant, les auteurs du bouquin expliquent que notamment c'est grâce à la France que les États-Unis ont pu devenir indépendants. La France notamment avait prêté 12 millions de livres et en donna 12 autres millions par la suite. La France fut la première nation à reconnaître les États-Unis d'Amérique. Et c'est après la mort de Louis XVI que ça a commencé à se dégrader. Les relations se sont tellement dégradées qu'il a failli avoir une guerre. Et donc, le traité qui a vendu la Louisiane, notamment aux États-Unis, et qui leur a donné un tiers du territoire américain, a été de nouveau sans la consultation populaire, sans la consultation de l'Assemblée nationale, même si l'Assemblée nationale, c'est pas populaire, ce sont juste que des bureaucrates. Et donc, en gros, Napoléon a rendu les États-Unis beaucoup plus puissants. En 1845, il y a eu notamment le manifeste Destiny qui expliquait que c'était une genre de mission divine et que donc que les Américains devaient répandre leur démocratie, notamment vers la civilisation de l'Ouest, enfin vers l'Ouest plutôt. Et donc, les Indiens avaient un concept de propriété terrienne, notamment qui était aux antipodes de ceux de la nation en expansion qu'étaient les États-Unis, et malheureusement, il y avait eu des généraux comme Philip Sheridan ou William Tecumseh Sherman qui étaient favorables au génocide des Indiens, ce qui est horrible. Mais, et ça souvent les gauchistes ne le disent pas, il y avait par exemple le gouvernement fédéral qui était contre, les officiers, l'ensemble des officiers qui étaient contre, et l'opinion publique de l'Est qui était contre. Mais malheureusement, c'était les généraux qui ont eu le dernier mot. Ce qui se passe, c'est que les puritains extrémistes ont fui l'Europe, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés aux États-Unis, et ils se sont considérés comme des peuples élus. Et donc, il y a eu en 1900, en fait, là, les auteurs du bouquin se sont trompés parce que c'est pas en 1967, mais c'est en 1867 que les Américains ont vendu l'Alaska que les Russes ont vendu l'Alaska aux Américains. Et donc, c'est ceux qui sont venus avec le Mayflower, donc les pères pèlerins, voulaient créer un nouveau monde et ils haïssaient l'ancienne Europe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on pourrait se poser la question, puisque lorsqu'il y a eu par exemple la guerre civile américaine, et donc, pourquoi bon sang est-ce que les confédérés avaient des esclaves? Alors qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce au christianisme que sous l'Empire romain, l'esclavage fut enlevé. Donc, ils ont quand même une très mauvaise interprétation de la Bible, en fait. Et en fait, quelques temps plus tard, en 1918, Woodrow Wilson avait imposé les 14 points, et donc, sans se soucier de la réalité des peuples concernés par ces 14 points, et donc, il y a eu l'un ou l'autre point qui ont été mis en place, avec notamment la refondation d'une Pologne indépendante, avec accès à la mer, ce qui malheureusement va créer la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la Société des Nations, les États-Unis n'ont jamais rejoint la Société des Nations.
ce qui est quand même très hypocrite. Et puis, malgré que les États-Unis ont perdu même si c'est abominable de perdre autant de soldats, que 117 000 soldats contre 1,5 million pour les Français, Woodrow Wilson a voulu imposer son agenda au monde occidental. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'industriels qui avaient fait des affaires juteuses avec l'Allemagne nazie. En 1934, il y avait 85% des produits pétroliers, notamment d'essence synthétique, qui ont permis à ce que l'Allemagne puisse avoir une technologie mécanisée moderne. Et puis alors, et ça je suis quand même assez critique puisque il y a les auteurs du bouquin qui disent, vous voyez, les Américains haïssaient les Français, mais non, en fait, c'est certains Américains qui haïssaient les Français, comme par exemple Joe Weston, qui expliquait que la France était un gigantesque bordel, de même qu'en 1945 pour les GI, qu'ils expliquaient aussi que c'était un gigantesque bordel. Donc, il ne faut pas dire que c'est tous les Américains, c'est seulement une partie de certains Américains. Et il y a eu de nombreux viols qui ont été commis, 3500. Et donc, mais moi je trouve quand même que les auteurs du bouquin sont quand même malhonnêtes, puisqu'ils ne mentionnent jamais que les Soviétiques ont fait beaucoup de saloperies, même les Russes aujourd'hui, parce que par exemple, les Soviétiques, lorsqu'ils sont arrivés en Allemagne, ils ont violé 2 millions de femmes. Et le procès de Nuremberg était hypocrite, puisqu'on a eu des scientifiques qui ont été repris dans le programme de Paperclip, donc ils ont été en quelque sorte recyclés par les Américains. Ce sont seulement les gens qui étaient à la tête de l'État, ceux qui ont fait le plus de crimes de guerre, qui avaient été exécutés. Et puis, en 1951, il y avait dans la commune du Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, qui avait été victime d'une intoxication alimentaire, notamment avec le pain. Et donc, on sait maintenant que c'était notamment avec la compagnie pharmaceutique Sandoz qui avait fourni du LSD à l'armée américaine et à la CIA. Et comme j'ai déjà pu le dire, ceux qui foutent la merde, c'est pas... Je veux dire que la majorité des Américains ne foutent pas la merde. Les gauchistes, les auteurs du bouquin ne font pas la différence entre les bons et les mauvais Américains. Les auteurs du bouquin considèrent que tous les Américains sont dans le même sac et c'est quand même très malhonnête. Et donc, en gros, c'est possible que la CIA ait voulu tester le LSD et donc que cela ait mené par la suite au hippie et donc au gauchisme actuel. Et donc, aujourd'hui, chaque année, il y a ce programme des Young Leaders, donc qui regroupe par exemple des futurs dirigeants français qui vont voir notamment leurs homologues américains. Moi, je ne vois pas en fait en quoi il y aurait un complot, puisque par exemple, il peut y avoir des réunions comme ça politiques. Et donc, je ne vois pas trop où il pourrait avoir un complot. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis furent en guerre durant 93% de leur existence, et les États-Unis n'ont été en paix que durant 21 ans. Et aujourd'hui, la grande majorité des films, à 80%, et même musique, sont américains. Et notamment tout ce qui est fast-food qui vient ici en Europe. Et je serai de nouveau très critique puisque, en fait, le fait qu'il y ait autant de films américains, c'est parce qu'ici, on n'a pas assez développé le cinéma, il n'y a pas assez de grands studios qui peuvent rivaliser avec les studios hollywoodiens. Et comme j'ai déjà dit, ce qui se passe, c'est que toute cette malbouffe et aussi ces films de merde, même s'il peut avoir des bons films, je veux dire, il n'y a pas que des films de merde gauchistes, heureusement, viennent de Californie, donc ils viennent du gauchisme, du pays du gauchisme. Parce que les États-Unis, c'est pas un seul bloc, en fait. Et donc, dans le dernier chapitre, en fait, entre le 10 et le 15 août 1539, il y a eu notamment François Ier qui, notamment, a mis en place dans tous les actes légaux et notariés le français. Pour autant, les rois de France avaient conscience de toutes les traditions et coutumes de la France. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, il y a eu notamment le 29 janvier 1635, Richelieu
qui avait créé l'Académie française, qui est extrêmement importante puisque c'est elle qui fixe les règles de la langue française. Et puis notamment la langue française à une période faste, notamment sous Louis XIV avec Molière, qui a créé des pièces de théâtre, comme tout le monde le sait. Et puis, notamment durant la Révolution anti-française, les révolutionnaires ont mis en place un rouleau compresseur dans l'administration en obligeant le français. Et donc, heureusement, après la folie révolutionnaire, il y a eu notamment, lorsqu'il y a eu le retour de la monarchie en 1815, il y a eu un retour en arrière sur certaines des mesures révolutionnaires, mais malheureusement, notamment dans l'enseignement secondaire et supérieur, il y avait toujours les changements qui avaient été faits par la Révolution anti-française. Et c'est durant la Troisième République que celle-ci a essayé d'éradiquer les différents dialectes en France à partir de 1881. Notamment aujourd'hui, les classements PISA, notamment de l'OCDE, ils montrent aujourd'hui que malheureusement, les jeunes élèves français ne savent plus écrire correctement. À l'époque, dans l'Ancien Régime, un même patois permettait l'unité d'une province. Aujourd'hui, les Québécois se battent contre vents et marées pour protéger leur langue face à la folie anglophone. Aujourd'hui, les gens, comme argument, pourraient nous dire que l'anglais est beaucoup plus facile à maîtriser que le français, mais n'empêche, le français est beaucoup plus riche. Il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde, aussi, avec 3 millions de locuteurs, est la 2e langue apprise, 3e langue des affaires, 4e langue d'Internet et 125 millions d'apprenants du français. Et en fait, toutes les langues régionales devraient être apprises à l'école. En tout cas, voilà, j'ai terminé la lecture du livre. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce bouquin? Alors, comme l'autre bouquin, dans l'ancien bouquin, le livre noir des républiques en France, le premier volume, en fait, le bouquin ici, malheureusement, se répète par rapport au premier volume. Il y a énormément de passages qui sont quasiment les mêmes passages que dans l'ancien volume. Et donc, c'est déjà un problème. Autre gros problème, c'est que il y a des fautes d'orthographe et de grammaire. Il y a le fait que il aurait fallu mettre une bibliographie, puisque c'est bien de mettre la source en dessous des passages, mais c'est toujours mieux de mettre des notes de bas de page ou des bibliographies pour que ça soit un peu plus professionnel. Et aussi, il y a toujours ce réflexe anti-américain, anti-occidental. Et moi, je trouve que c'est quand même assez malhonnête, puisque les Russes aussi ont fait beaucoup de saloperies. Et donc, il aurait fallu que ça soit plutôt nuancé. Ça veut dire, d'un côté, ils parlent des Américains, et d'un autre côté, ils parlent des Russes, ou de ceux qui sont contre le monde occidental. Comme ça, on aurait eu un point de vue plutôt complet. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié la lecture de ce bouquin. À très bientôt pour une prochaine vidéo.